Bonsoir et bienvenue dans ce journal. On commence par les titres. Réunion gouvernementale pour relever les défis du développement du Hod El Charq. Le projet d'hydrogène vert en Mauritanie, de quelle infrastructure a-t-il besoin? Une nouvelle politique pour réglementer la construction des mosquées en Mauritanie. Je vous le disais dans les titres, en Mauritanie, la wilaya du Hod El Charq fait face à des défis de développement importants qui nécessitent des stratégies efficaces pour renforcer la résilience des populations et assurer un développement durable. Dans ce cadre, le Premier ministre Mortar Ould Diaye a présidé une réunion du gouvernement pour mettre en œuvre un programme spécial visant à surmonter ces défis par un suivi rigoureux des projets de développement. Il est urgent de traiter des problèmes comme la pauvreté et le manque de services de base, surtout dans les zones frontalières. Les rapports de la réunion soulignent que le développement du Hod El Charq doit adopter une approche globale qui prenne en compte les défis économiques, sociaux et environnementaux. Il est également crucial de renforcer les capacités locales et de favoriser les partenariats avec le secteur privé et la société civile pour garantir l'efficacité de ces efforts. Et pour en parler avec nous ce soir, cher Ewa, coordinateur de la cellule de développement du Hod El Charq. Bonsoir, monsieur Cher. Bonsoir. Alors, quels sont les principaux défis de développement auxquels la wilaya du Hod El Charq est actuellement confrontée? D'abord, je tiens à vous remercier de nous avoir offert cette opportunité de parler effectivement des problèmes de développement du Hod El Charq. Comme vous le savez, la région du Hod El Charq est la plus peuplée après Nouakchott. Actuellement, selon les derniers chiffres, nous sommes à 630 000 habitants, soit 13% de la population totale du pays. Et la région, étant donné qu'elle est frontalière avec le Mali, accueille un très grand nombre de réfugiés. Actuellement, nous avons à peu près 115 000 dans le camp et presque 140 000 hors camp. Donc ça fait une pression énorme sur le Hod El Charq. Et en plus, les populations du Hod El Charq étaient habituées depuis des siècles à faire la transhumance vers le Mali lors des saisons de l'été, notamment en période de soudure. Et actuellement, vu la situation sécuritaire dans cette zone du Mali, il est impossible pour nos éleveurs donc de faire cette transhumance. Et en plus de cela, il y a un nombre important de Mauritaniens qui étaient établis depuis des décennies au Mali et qui sont retournés. Ils sont estimés à environ 30 000, entre 30 000 et 40 000 personnes. Donc tout ceci fait qu'il y a une forte pression actuellement sur le Hod El Charq. Et c'est pourquoi le gouvernement, sur l'instruction de son Excellence, M. le Président de la République, avait mis en place un programme spécial pour le développement du Hod El Charq, pour venir en aide aux populations, aux communautés hautes qui accueillent ces réfugiés, mais aussi aux réfugiés qui sont dans cette wilaya et aux populations mauritaniennes retournées. Alors, comment le projet que vous coordonnez contribue-t-il à relever ces défis? Donc, comme je vous l'ai dit, le gouvernement le président de la République avait annoncé lors du festival d'Awalata un important programme de 10 milliards de billets qui avait 6 composantes. Donc, une composante hydraulique villageoise qui a été exécutée à l'auteur de 98%, presque 100%. Une composante élevage qui a été exécutée à l'auteur de 85%. Une autre composante agriculture qui consistait justement à développer des moyens de résilience pour les populations qui a été exécutée à 80% environ. Une composante santé parce qu'il fallait aussi renforcer les dispositifs sanitaires dans la région. Elle a été exécutée à l'auteur de 70% environ. Une composante éducation exécutée elle aussi à l'auteur de 50% et une composante sécurité alimentaire. Donc le programme dans sa globalité actuellement est à 80% en termes de taux d'exécution. C'est pourquoi lors de la dernière réunion du lundi passé du comité interministériel, le gouvernement, on a d'abord fait un bilan du programme passé et proposé un nouveau programme. Le gouvernement a décidé de proposer un nouveau programme pour l'année 2025. Ce programme, outre les 6 composantes déjà citées, va comporter de nouvelles composantes que sont l'emploi, notamment l'emploi des jeunes qui est extrêmement important pour le président de la République, la formation professionnelle, l'autonomisation de la jeunesse, la protection sociale, l'électrification villageoise et le désenclavement. Donc actuellement, on est en train de travailler avec tous les acteurs territoriaux, notamment les élus locaux, les autorités, la société civile, pour l'identification des actions qui vont être réalisées pour 2025, en consolidant ce qui ont été déjà fait, mais aussi en entraînant tous les acteurs dans cette dynamique de développement pour le Hod El Charq. Alors, quelle est votre vision à long terme du développement de la région du Hod El Charq et comment comptez-vous l'atteindre? Justement, le gouvernement travaille de plein pied avec ses partenaires au développement, notamment du système des Nations Unies, mais aussi de l'Alliance du Sahel et tous les partenaires qui sont présents dans la région
pour un développement harmonieux, équitable et équilibré de la région du Hod al-Sharqi. C'est pourquoi toute une série de programmes ont été déjà mis en œuvre. Nous avons une stratégie régionale de croissance accélérée et de prospérité partagée qui est actuellement mise en œuvre par les instances gouvernementales, mais aussi par nos partenaires techniques et financiers qui sont présents dans la région. Et tout ceci à travers une synergie, une symbiose des actions coordonnées par les autorités administratives avec une forte implication des collectivités locales, notamment le conseil régional et les communes, mais aussi tous les acteurs territoriaux qui sont présents, notamment la société civile, les organisations professionnelles et tous les acteurs de développement présents dans la région. Et pour finir, quelles sont les stratégies mises en place pour assurer un suivi et un contrôle précis et efficace des projets de développement dans le Hod el-Sharq? Bien entendu, toute action du gouvernement est suivie de manière rigoureuse, aussi bien au niveau de l'identification des actions qui vont être faites que du suivi de la mise en œuvre et de l'évaluation des actions pour voir si les actions réalisées collent aux objectifs qui avaient été assignés au départ. C'est ainsi que pour ce programme, un comité interministériel présidé par le Premier ministre existe et se réunit régulièrement. Il y a un comité technique de suivi présidé par un conseiller du Premier ministre et qui regroupe toutes les structures concernées par la mise en œuvre du programme et des projets, mais aussi au niveau local, un comité de suivi régional présidé par le Wali, comprenant outre le président du conseil régional, les autorités administratives, les PTF, les partenaires techniques et financiers présents dans la région et tous les acteurs territoriaux. Et tout ceci pour qu'il y ait justement qu'on va dans la logique qui est posée par le gouvernement, à savoir l'implication de tous les acteurs dans la conception et le suivi, et bien entendu assurer un suivi régulier, rigoureux et efficace des programmes et actions envisagées afin que tout ceci va dans le sens qui est voulu par le gouvernement. Alors, Monsieur Cher, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci. Dans le cadre du développement des énergies renouvelables, Conjuncta et Infinity Power mènent un projet de production d'hydrogène vert en Mauritanie. Des études préliminaires étant achevées, ils se préparent à passer à l'étape suivante. Les investisseurs attendent la mise en œuvre par le gouvernement mauritanien de plans d'infrastructures jugés essentiels pour avancer. Les prévisions suggèrent que la Mauritanie pourrait devenir un leader dans la production et l'exportation d'énergie verte, ce qui favoriserait la création d'emplois, augmenterait les recettes fiscales et stimulerait la croissance économique. Et pour en parler en ligne avec nous ce soir, Mohamed Val, spécialisé dans les affaires énergétiques. Bonsoir. Quels sont les défis auxquels le gouvernement mauritanien pourrait être confronté dans le développement de l'infrastructure nécessaire à la mise en œuvre du projet de production d'hydrogène vert? مساء الخير لمشاهديك الكرام. أولا أعتقد أن تحدي البنية التحتية قائم دائما في موريتانيا. Bonsoir à TTV et aux téléspectateurs. Je pense que le défi de l'infrastructure est toujours à l'ordre du jour en Mauritanie. Mais concernant ce projet sur lequel travaillent ces sociétés, en l'occurrence un consortium de 3 entreprises internationales pour un financement de plus de 34 milliards de dollars, il s'agit d'un projet gigantesque, vraiment gigantesque. Il demandera beaucoup d'infrastructures, plusieurs projets d'infrastructures pour les routes qui doivent être faites suivant les critères requis. Les composants du projet seront innombrables. Des éoliennes sur terre et, pourquoi pas, des composantes maritimes. Par conséquent, ce sont des méga-travaux sur une vaste superficie. Cela exigera de véritables infrastructures dignes de ce nom. Les routes, comme je l'ai dit, probablement des infrastructures maritimes aussi, des ports peut-être, ou des accès maritimes spécifiques. Autant de facteurs prérequis qui permettront à ces sociétés de mener les études nécessaires en vue de construire une usine d'hydrogène vert pour pouvoir exporter le produit vers le monde, notamment l'Europe. On le voit, tel est le défi pour le gouvernement mauritanien. Quel pourrait être l'impact de ce projet sur l'économie locale en Mauritanie? D'abord, on ne peut pas présager de l'impact de ce projet sur l'économie mauritanienne, pour la simple raison qu'il n'y a jamais rien eu de tel auparavant dans le pays, pas plus que chez nos voisins, pas plus que sur le continent africain ou même
ailleurs. Cependant, les données sont accessibles pour pouvoir faire des projections qui ont été établies sur la base de nombreuses informations économiques. Donc, il y a beaucoup d'indicateurs qui nous renseignent sur l'impact énorme de ce projet sur l'économie mauritanienne. Impact qui sera visible dès la phase d'exportation de l'hydrogène liquide vers l'Europe. Cela va se répercuter sur la Mauritanie de toute évidence, car il mettra fin au déficit de la balance commerciale mauritanienne. Il permettra un flot de devises vers l'économie locale. Il y aura un impact positif sur le plan financier. Par la suite, il y aura sûrement un marché local de l'hydrogène vert. La Mauritanie consommera ce produit. C'est là qu'il y aura le plus grand avantage. Là est la solution du problème Ce projet constituera la solution au problème de l'énergie dans le pays. Actuellement, l'énergie, ne l'oublions pas, est proposée à des prix inabordables, absolument hors de portée. Les prix de l'énergie et leur hausse sont jusque-là un frein à l'économie mauritanienne, surtout à l'industrie. C'est le secteur qui en pâtit le plus. Une énergie de qualité, pas chère, cela ne manquera pas d'avoir un impact énorme ici. À la lumière de la concurrence mondiale, comment la Mauritanie pourra-t-elle s'assurer une position forte sur le marché international de l'énergie verte? موريتانيا بطبيعة الحال وفق معظم الدراسات التي أجريت مؤخرا في هذا المجال. Selon des études récentes menées dans le secteur de l'énergie, la Mauritanie aura une place de premier ordre parmi les pays exportateurs d'énergie verte. Cela est dû d'abord aux potentialités du pays en ressources naturelles, soleil, vent, etc. En raison aussi des conditions climatiques qui prévalent dans le pays, de la position géographique. Par position géographique, je veux dire la présence d'un désert sur la majeure partie de la Mauritanie. Je veux dire également la proximité du pays par rapport aux marchés mondiaux et particulièrement le marché européen, très demandeur en énergie propre. Une tendance qui évoluera vers la hausse les prochaines années. Par ailleurs, tout récemment, le gouvernement mauritanien s'est orienté vers la réglementation du secteur de l'hydrogène vert. Un code de l'hydrogène a été approuvé par le gouvernement et promulgué par le Parlement. Ce code comporte beaucoup d'incitations sur le plan fiscal. Tout cela placera la Mauritanie au cœur de la concurrence entre les pays du monde pour trouver des investisseurs et en faire une destination tout indiquée afin d'attirer ces investisseurs dans le secteur de l'énergie propre à travers ces incitations, ces facilités fiscales, disons-le, très alléchantes. Alors, Monsieur Mohamed Nval, merci d'avoir répondu à nos questions. Le ministre mauritanien des Affaires islamiques a annoncé une nouvelle politique pour réglementer la construction des mosquées, ce qui nécessite une planification urbaine adéquate et des normes techniques. Il a également soulevé le défi de la propreté dans les grandes villes en lançant la campagne Nettoyer la mosquée avant la maison qui exige une coopération entre les agences. De plus, un programme d'urgence pour construire des mosquées et mhadras dans les zones fragiles a été évoqué, incluant les critères de sélection impartiale et l'impact sur l'éducation religieuse et les infrastructures des zones reculées. Abdel Salim Bobah, chargé de mission du ministère des Affaires islamiques, s'est exprimé sur le sujet. التحدي الأول أن ما تقوم به الوزارة الحملة التي تقوم بها الوزارة الآن هي Ce sujet est très important. Il concerne la visite de mardi 19 novembre 2024 du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel pour lancer cette campagne. Campagne qui a débuté mardi, donc, et qui repose sur 3 points essentiels. 1. Une campagne globale de rénovation, d'entretien et de nettoyage des mosquées qui commencera dans la capitale. 2. Un recensement exhaustif de toutes les mosquées sur l'ensemble du territoire national qui a déjà commencé et débutera également à Nouakchott en tant que première étape. 3. La création d'une base de données des mosquées.
Toutes ces activités visent à répondre à une problématique essentielle, longtemps attendue par les Mauritaniens, à savoir l'organisation des mosquées en tant que maison de Dieu Tout-Puissant, comme indiqué dans le verset, je cite, « dans des maisons qu'Allah a permis qu'elles soient élevées et que son nom y soit invoqué. » Fin de citation. Et comme il a dit, je cite, « les mosquées sont à Allah. N'invoquez donc personne avec lui. » Fin de citation. De plus, le premier acte accompli par le prophète, paix et salut sur lui, après son exode à Médine, a été de construire une mosquée. Il en a choisi l'emplacement et a commencé sa construction. Certains lui ont suggéré de la bâtir sur le modèle des églises ou autres édifices religieux, mais il a insisté pour qu'elle soit simple, comme ce qui a été maintenu depuis lors. La mosquée, donc, reste un lieu sacré. C'est la fin de cette édition. Retrouvez l'information en continu sur nos réseaux sociaux et sur le site internet fr.academy.mr.